Bonjour et merci d'être avec nous sur Al24 News pour cette émission spéciale. Durant presque 2 heures, nous allons faire la lumière sur les derniers événements qui surviennent en Palestine occupée, mais aussi ceux qui secouent les autorités sionistes. En effet, le gouvernement Netanyahou joue ses dernières cartes pour tenter de résister à la rue. Depuis maintenant 12 semaines, des centaines de milliers de manifestants paralysent les grandes artères et d'importantes infrastructures telles que des aéroports, répondant depuis ce matin à l'appel d'une grève générale à laquelle se joignent également les universités. Toute cette agitation fait suite au limogeage du ministre de la Défense, Yoav Gallant, au lendemain de l'appel lancé par celui-ci en vue de suspendre le processus législatif visant à faire adopter le plan de réforme judiciaire. Un appel également lancé ce matin par le président de l'entité sioniste qui a exhorté le gouvernement Netanyahou à arrêter immédiatement le processus législatif. Nous tenterons de décortiquer tout cela avec nos invités, en l'occurrence Amjad Shihab, professeur à l'université d'Al-Aqsa Al-Quds occupée, Gamal Abina, analyste politique, Thomas Sobhi, sociologue et historien irakien, François Deroche, président de l'association Justice et Droits sans frontières, et Eli Hatem, avocat et homme politique franco-libanais. Messieurs, bonjour. Restez avec nous pour ce point de la situation avec Neila Aït Hamouda. Nous nous retrouverons juste après. La gronde contre le gouvernement sioniste s'amplifie. Des milliers de personnes ont manifesté à Tel Aviv dimanche soir après le limogeage par le Premier ministre Benjamin Netanyahou de son ministre de la Défense Yoav Gallant. Ce dernier avait déclaré la veille à la télévision son opposition à la très contestée réforme judiciaire en cours. Quelques heures après ce limogeage, le consul général de l'entité sioniste à New York a annoncé sa démission sur Twitter. Le diplomate sioniste a qualifié le limogeage du ministre de dangereuse décision qui l'a convaincu qu'il ne pouvait plus continuer de représenter ce gouvernement. Le parti de Netanyahou divisé sur cette réforme, le camp sioniste est en train de se fissurer, voire se disloquer. Il s'agit d'une crise sans précédent qui secoue l'entité sioniste. Des manifestants ont incendié des pneus, bloqué une grande autoroute de Tel Aviv. D'autres rassemblements ont eu lieu à Al-Quds devant le domicile du Premier ministre sioniste, où les manifestants ont réussi à passer un cordon de sécurité avant d'être dispersés avec des canons à eau. La coalition de Netanyahou, composée de partis de droite, d'extrême droite et d'ultra-orthodoxes, veulent faire adopter une loi dont l'objectif est d'affaiblir la capacité de la haute cour à agir comme contre-pouvoir face à la puissance du Parlement et cherche également à accorder au gouvernement le contrôle de la nomination des juges dans le pays. Le projet de loi accorderait à la coalition un pouvoir presque total sur la nomination des juges au sein des tribunes et droit de regard sur la désignation des magistrats siégeant à la Cour suprême. Mais selon ses détracteurs, le projet de loi met en péril le caractère démocratique de l'entité sioniste. Les États-Unis, eux, se disent inquiets. La tension monte de plusieurs crans, menaçant l'entité sioniste d'implosion. Retour à vous donc, messieurs. Tout d'abord, Amjad Shihab. Alors, avec ce limogeage, est-ce que cela signifie que la coalition au pouvoir de Benjamin Netanyahou est en train de voler en éclats? Bonjour, merci d'avoir m'invité et merci aux invités. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Tout à fait. Et cette crise, après le limogeage du ministre de la Défense, la réaction était pas attendue par rapport au Premier ministre Netanyahou. Et tout le monde est descendu dans la rue. On parle de centaines de milliers qui ont protesté d'une façon. On n'a pas vu depuis 13 mois presque de manifestations continues sans arrêt. Et la crise interne maintenant dans le gouvernement de la coalition insiste sur le fait est-ce qu'elle accepte par rapport au ministre de... Oui.
Nous reviendrons à vous dans un petit moment, Amjad Chehab. Gamal Abina, je vous retourne la question, la même question. Donc, est-ce que la coalition au pouvoir de Benyamin Netanyahou part en éclat avec ces manifestations? Ah non, absolument pas. Ils ont l'habitude de ce genre de manifestations. On se souvient à l'époque des moments les plus extrêmes, au moment de la crise, quand ils ont massacré. De cette ampleur, M. Abina? De cette ampleur, non. C'est un peu une première. D'ailleurs, on l'observe aussi aux États-Unis, puisque les organisations juives sont aussi contre ce projet de réforme de loi qui confisque littéralement la justice au profit du gouvernement Netanyahou. Et il a des raisons réelles et personnelles de faire ce projet de loi, puisqu'il est lui-même poursuivi. Mais il n'en demeure pas moins que la gauche israélienne reste très très marginale, très faible, et qu'en dépit du fait que ces manifestations sont surtout le témoignage d'une volonté de la partie laïque israélienne de s'exprimer, ça ne met absolument pas en difficulté le gouvernement sioniste. Ils sont ultra extrémistes, un gouvernement d'extrême droite très marqué à droite, et à l'extrême droite, et surtout très marqué sur le plan religieux et idéologique. Donc ils n'ont absolument rien à craindre de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on observe une telle radicalisation de l'opposition face à ce gouvernement qui, je le rappelle tout de même, a toujours été élu et réélu systématiquement sur des bases extrêmes. Très bien. Je retourne la même question donc à Eli Hatem. Pensez-vous que ce limogeage signifie que la coalition au pouvoir de Benyamin Netanyahou part en éclat? Bonjour et merci de votre invitation. Vous savez, l'image que nous avons de ce qui se passe actuellement dans l'entité sioniste est assez exceptionnelle parce qu'il s'agit, comme vous avez parlé, d'un limogeage d'un ministre du gouvernement ou bien des manifestations qui ont lieu pour cette question de ces modifications constitutionnelles ou plutôt en ce qui concerne cet appareil judiciaire pour plaire et dans l'intérêt de M. Netanyahou. Mais je pense que les choses sont beaucoup plus profondes et beaucoup plus délicates que cela. Vous savez, ça me rappelle ces manifestations qui ont lieu en ce moment en France et qui sont relatives à la loi sur les retraites, mais c'est la petite goutte qui fait déborder le vase, et il y a des causes qui sont beaucoup plus importantes derrière ce mouvement social, qui est la remise en cause du sionisme et du système sioniste qui est artificiel, avec la société israélienne qui est une composante de plusieurs communautés. Aujourd'hui, je pense que ces manifestations, cette situation, ce délabrement, je dirais, de cette société artificielle israélienne est en train de se faire, surtout qu'aujourd'hui, les choses ont changé dans la région. Et comme vous le savez, le pouvoir sioniste utilisait toujours cette peur, cette crainte pour faire peur et pour créer cette cohésion artificielle sociale en disant qu'il y a un ennemi commun. Tantôt c'était les Palestiniens, maintenant c'est moins les Palestiniens, c'était l'Iran. Et puis nous avons vu cette réconciliation entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Donc tout est remis en cause. Et sur place, on voit, et puis si vous discutez avec des Palestiniens, il y a cette dissension entre d'une part les Ashkénazes, d'autre part les Séfarades, les Mizrahi, et puis également donc les Falachas, et puis j'en passe. Et donc il y a eu une concentration, il faut le dire, de pouvoir entre les mains des Ashkénazes. Aujourd'hui, les Séfarades trouvent un moyen pour pouvoir s'exprimer. Donc, c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus pro-Netanyahou que les Ashkénazes qui sont considérés plus étant à gauche qu'en étant à droite. Mais ça vous explique que cette entité artificielle est en train d'évoluer, de bouger. Et puis, on se pose toujours cette question sur la fin de cette entité. Et permettez-moi juste de souligner, Eli Hatem, que nos téléspectateurs suivent donc derrière vous les images en direct donc des manifestations que nous retransmettons en direct. Permettez-moi de vous relancer aussi. Benyamin Netanyahou a donc limogé l'un de ses plus proches collaborateurs et membre de son parti, le Likoud, parce qu'il s'est opposé à une réforme. Cela est très révélateur et c'est ce que craignent justement à l'avenir les manifestants plutôt, voir Netanyahou faire la pluie et le beau temps. Eli Hatem.
Effectivement, mais écoutez, c'est que effectivement, lui arrivé au pouvoir, il fait ce qu'il arrange. Surtout, c'est qu'il craint pour lui d'être poursuivi par la justice. Et cette réforme qu'il a proposée, elle touche l'appareil judiciaire, surtout en fait les nominations au niveau de la Cour suprême, pour éviter qu'un procès lui soit fait. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, cette situation, si vous voulez, ce n'est qu'un début, c'est un prétexte pour exprimer une situation plus profonde au sein des différentes sociétés, des différentes communautés israéliennes. Il y a des gens qui sont pour, il y a d'autres qui sont contre, et vous avez vu quand même qu'il y a des défections au sein également donc de l'armée. Tout cela pour vous dire que cette entité artificielle est en train de se décomposer. Et vous allez le voir dans les semaines qui suivent, dans les jours qui suivent. C'est un peu comme ce fameux printemps arabe qui a mis fin à des régimes. Aujourd'hui, je pense que l'entité sioniste assiste au début de sa fin. Très bien. Est-ce votre avis également, Gamal Abina? Est-ce que vous rejoignez l'opinion d'Eli Hatem? J'aimerais être aussi optimiste que lui. Malheureusement, on connaît Israël, on connaît cette façon de se régénérer systématiquement de plus en plus à l'extrême droite. Il y a des manifestations aux États-Unis, des millions d'Américains, juifs américains qui sont opposés à ce qu'ils appellent un gouvernement judéo-fasciste. Ils ont lancé le mot. C'est un rabbin qui l'a fait. Je ne crois pas une seconde à la désagrégation. Par contre, je crois à ce qui se passe sur un plan géopolitique. Là, je le rejoins effectivement. L'accord de paix entre l'Iran et l'Arabie était inattendu. C'est un vrai choc géopolitique que les gens ne mesurent pas encore. Mais je ne crois pas du tout au sein de la société israélienne, dont la gauche est quasiment inexistante, qu'il y ait, soi-disant, une forme de révolution arabe. Il n'y aura pas de ça. Ils ont toujours quelque chose qui les cimente. C'est l'idée du sionisme, qu'il soit d'ailleurs ou pas religieux, parce qu'au départ, le sionisme n'est pas un courant religieux, c'est un courant laïque. Mais cette idée, on espère tous, évidemment, qu'il y ait des mouvements comme cela, mais on se souvient qu'à chaque fois, Israël, depuis 40 ans, depuis les massacres de Sabra et Shatila, a toujours poussé de plus en plus à l'extrême droite. Et même les accords de paix voulus par Rabin, dont on oublie que c'était un faucon, c'était un criminel, nous n'oublions jamais qu'il était réellement. C'est lui qui donnait les ordres à son armée de casser les oseilles palestiniens, c'est le même. Et bien même cet homme a fait semblant de faire les accords de paix, les accords de 93, ça a 30 ans maintenant, ça devait donner naissance à l'État palestinien en 98, ça n'est jamais arrivé. Et depuis, on a eu droit à 3 intifadas, chaque fois des massacres de masse, de Palestiniens qui subissent l'oppression et qui ne sont soutenus par personne. Pire encore, les États arabes, 5 États félons, ont accepté une paix séparée, c'est pire que tout. C'est dire qu'il y a eu un recul. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à la faveur de ce qui se passe, d'ailleurs avec la crise ukrainienne, l'ironie du sort veut que le ministre israélien des Finances, raciste avéré et revendiqué, soit d'origine ukrainienne, quelle ironie du sort. Eh bien, à la faveur de cette crise ukrainienne, effectivement, les lignes bougent et que les Russes, qui étaient plutôt favorables à Israël, il faut le reconnaître, c'est quand même eux qui ont alimenté d'1 million de Juifs dans les années 90. Eh bien, la Russie a tendance à commencer à parler aux Palestiniens, à l'OLP, aux différentes organisations, parce que la Russie a décidé de reprendre son bâton de maréchal, j'allais dire, et de revenir sur le théâtre d'opérations des années 40, 50, 60, à l'époque de la guerre froide. Très bien. Retour donc à Amjad Chehab. Donc nous assistons à un gouvernement qui se radicalise de la droite à l'extrême droite. Que peut-on dire là-dessus, Amjad Chehab, en plein mois de Ramadan aussi? Tout à fait. Nous, on est en fait un conflit entre la religion et l'État. On est en face en conflit entre sionisme libéral et sionisme religieux. Puisque permettez-moi juste de le souligner, en parallèle de ces manifestations, on assiste aussi à une escalade sans précédent depuis quelques semaines maintenant, à l'encontre des Palestiniens. Oui. Depuis 13 semaines. Ils sont d'accord ils sont tous d'accord. Malheureusement, nous avons du mal à établir la liaison avec Amjad Chehab. Retour à vous, Eli Hatem. Je vous pose la même question. Est-ce la situation actuelle, est-elle le fruit de la radicalisation du gouvernement sioniste ? Bien sûr, donc d'une part, c'est le fruit de la radicalisation du gouvernement ou bien des institutions. Et puis surtout, il faut rappeler une chose, c'est que en 2017, déjà en juillet, Netanyahou a fait passer quand même d'un texte qui a transformé l'État. Ce n'est plus l'État juif, Israël, mais c'est
l'État des Juifs. Ça, c'est d'une part. D'autre part, la poussée racialiste de l'entité sioniste s'est affirmée de plus en plus parce que la Cour suprême en 2019, en janvier 2019, a reconnu les tests ADN pour pouvoir prouver sa judaïté. Autrement dit, c'est la même théorie que les pages sombres de l'histoire du XXe siècle, c'est-à-dire les nazis, qui se fondent sur un concept racialiste pour fonder une nation. Et cela a quand même créé une certaine tension. Mais vous savez, en Israël, il y a donc d'une part cette poussée, je dirais, fondamentaliste et fanatique, c'est un peu le Daesh, mais version juive, dans le judaïsme politique, d'une part, mais d'autre part aussi, il y a d'autres mécontentements qui sont là. Il y a un mécontentement d'un point de vue économique. C'est ce qui explique d'ailleurs l'exode ou la réémigration de certaines communautés juives vers leur pays d'origine, soit en Europe, soit dans d'autres pays donc, du monde. Deuxièmement, il y a ce clash toujours, c'est ce sentiment qu'ont les séfarades et les Mizraïm de se sentir comme des citoyens de seconde classe, et les falachas qui sont considérés comme des juifs, comme des communautés juives de troisième classe, et qui se sont révoltés. On a même parlé à un moment donné, il y a 3 ans, d'un début d'un printemps juif en Israël, avec ces manifestations donc de falachas pour lutter contre le racisme dont ils faisaient l'objet. Aujourd'hui, il y a tous ces phénomènes, je pense, qui vont sortir de plus en plus parce que quand les gens s'expriment dans la rue, ça commence avec un problème, mais il y a d'autres qui vont s'ajouter à ces différents problèmes. C'est ce que nous avons vu lors de ces différents mouvements, différents mouvements sociaux dans les pays arabes. C'est ce que nous voyons aujourd'hui sur le terrain en France avec la loi qui est sur les retraites, mais qui a avec des revendications qui sont plus économiques, sociaux, qui vont s'ajouter, et une amplification donc du système. Et à mon sens, c'est que nous allons, certes, il y a une partie donc de personnes radicalisées au sein de la société israélienne, et il y a d'autres qui aspirent également à une certaine égalité, et il faut dire c'est le concept même et cette idéologie en fait racialiste sioniste qui est en cause aussi, et puis dont ces manifestations en fait démontrent le refus du système sioniste. Très bien, je reviens à Gamal Abina. Alors, boudé par son armée, son peuple, ses partisans et le corps diplomatique, après la démission aujourd'hui du consul de l'entité sioniste à New York, Netanyahou doit aussi répondre à la justice pour outrage. Comment peut-on ne pas démissionner dans de telles circonstances ? Netanyahou est un homme de pouvoir qui a goûté le pouvoir très longtemps. J'ai oublié que c'est quand même la 3e fois qu'il revient à la tête de l'État. Je suis assez d'accord avec ce que Netanyahou dit d'ailleurs à l'instant. Il ne reculera pas, évidemment. C'est un racialiste, c'est un radical. Il est associé à des mouvements d'extrême droite. C'est bien de rappeler, j'ai beaucoup étudié ces périodes d'ailleurs, de rappeler le rapport entre les ensembles de l'histoire, donc la Seconde Guerre mondiale et ce qui précédait la Seconde Guerre mondiale, à savoir les lois raciales de Nuremberg de 1934, où effectivement, à l'époque, on aryanisait, donc on rendait ariens, on expulsait les Juifs de leur propriété pour faire en sorte que les biens des Juifs deviennent allemands. C'est ce qu'on appelle l'aryanisation des biens. Eh bien, c'est ce qu'on observe en Palestine. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a une judaïsation des biens qui va être, d'ailleurs, ils font tout pour que la loi la valide, des biens des Palestiniens. Donc, ils font exactement ce que les nazis leur ont fait à une époque où il y avait effectivement des camps de concentration à ciel ouvert, comme vous voyez Gaza, où il y a effectivement des massacres et une négation de la vie, et surtout, c'est plus important, où il y a l'idée de se dire qu'il y aurait un ADN juif, qui ne veut rien dire en substance, que la judaïté est d'abord une religion. Donc c'est vrai que ces questions-là sont posées avec acuité, mais l'idée effectivement de plus en plus racialisante de l'État juif, comme il l'appelle, alors que c'est pas l'État juif à l'origine, est inquiétante parce que les Felachas qui sont noirs d'Éthiopie sont exclus de cela. Les Maghrébins et les Arabes juifs, les Juifs arabes, donc les vrais Arabes en l'occurrence, qui sont les vrais Juifs d'origine, sont exclus de cela au profit de quoi? De gens qui viennent de Lituanie comme Netanyahou, ou beaucoup d'Ukraine, de Russie, enfin c'est les pays de l'Est essentiellement, ce qu'on appelle les Ashkénazes. Donc les Ashkénazes font de la ségrégation raciale au sein des communautés juives qui les constituent et vont de plus en plus à l'extrême dans les positions en marginalisant ceux qui viennent des pays du Sud, en l'occurrence donc pauvres, au profit des gens qui viennent des pays riches d'Europe ou d'Europe orientale ou occidentale, au profit effectivement de ces juifs blancs.
Très bien, très bien. On me dit que Sobhi Thomas vient de nous rejoindre. Sobhi Thomas, alors nous évoquions la situation actuelle et le point de la situation où le Premier ministre de l'État sioniste, Benjamin Netanyahou, on l'a dit, il est acculé de toutes parts. Pourquoi ne démissionne-t-il pas, selon vous ? Alors, probablement, il ne peut pas démissionner dans le contexte actuel parce que c'est la première fois depuis la création de l'État que les troubles à l'intérieur de la coalition gouvernementale, ils sont arrivés au stade d'une rupture. C'est la première fois depuis la création de l'État où les soldats réservistes ne veulent plus répondre à l'appel du gouvernement. C'est la première fois où la maison, le quartier de Premier ministre, de ses soutiens, ils sont encerclés ce matin. Les aéroports, les ports ne fonctionnent plus. C'est une situation de paralysie, on peut le dire, exceptionnelle. Ouais. C'est exceptionnel et ça, c'est en rapport avec le chaos généralisé qui traverse le monde aujourd'hui. Ce sont les situations qui ont été créées après la Deuxième Guerre et nous sommes en train de vivre la démarche vers un nouvel ordre mondial, probablement beaucoup de créations, beaucoup de décisions qui ont été prises à l'époque doivent être revues et corrigées. Oui. Vous avez fait un parallèle avec un nouvel ordre mondial. Pouvez-vous nous expliquer le lien avec les événements qui ont lieu en ce moment dans l'entité sioniste ? Écoutez, un mois après le déclenchement de la guerre en Ukraine, Kissinger avait déclaré que la guerre en Ukraine, elle peut aboutir à une troisième guerre mondiale. Mais il a dit au préalable, il y aura probablement une guerre au Moyen-Orient dans le cadre de tout ce bouleversement. Il y a un lien inévitable. Ce qui est en train de s'organiser au Moyen-Orient, c'est une situation inédite. Il y a un climat général vers une réorganisation des alliances et des États qui vont se relier. À l'intérieur de l'État d'Israël, il y a des répercussions sur la situation en général. Et vous pensez que ces manifestations peuvent donner lieu à une éventuelle guerre civile, par exemple ? Il y a de grands risques pour cela. Les Israéliens, ils commencent à accuser les États-Unis de vouloir organiser des révolutions colorées en Israël, chose qu'on n'aurait jamais pu attendre auparavant. Jamais. Ouais. Et c'est vraiment la rupture. Il y a des ministres, c'est une rupture à l'intérieur de l'armée et des services de sécurité. Le ministre, l'un est limogé, l'autre démission. Le ministre de l'armée a été limogé et probablement il y a de risques d'affrontements violents. Et on évoque aussi des dissensions au sein même de l'armée sioniste, qui est une première aussi. Il y a au sein de l'armée une session. Il y a des ministres qui s'accrochent à l'ancien ministre de l'armée et d'autres exigent sa démission. Ouais. C'est une crise, ce n'est pas seulement une crise dans la rue d'Israël, c'est une crise à l'intérieur de l'armée israélienne. Oui, très bien. Gamal Abina, donc, pensez-vous qu'une éventuelle démission de Netanyahou suffira-t-elle à calmer la rue ? Ça calmerait la rue si jamais ça devait intervenir, ce que je ne crois pas, mais imaginons-le.
La question qui est posée aujourd'hui, c'est pas tellement une question de désaccord fondamental entre sionistes. Ils sont d'accord sur la création de l'État d'Israël, sur le maintien d'Israël et sur l'occupation des territoires pour l'essentiel de la population israélienne. Non, la question qui est à poser aujourd'hui, leur peur, c'est pas une peur liée aux Palestiniens. Ils se fichent complètement de ce que peut arriver, qui peut advenir aux Palestiniens. Ça fait quand même depuis 48 que les massacres continuent, puis la Nakba. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si ils appellent Israël, donc l'État sioniste, va tourner le dos à la démocratie. Parce qu'en mettant un terme au rôle de la Cour de la Cour constitutionnelle, en mettant un terme au rôle de cette magistrature suprême qui va calmer un peu les ardeurs du gouvernement, eh bien, on se rend compte qu'effectivement, il n'y a plus de contre-pouvoir comme aux États-Unis. Donc, les manifestants sont inquiets des libertés individuelles, du caractère démocratique de cet État, mais sur le fond, ils ne sont pas. Je rappelle tout de même qu'ils ont voté massivement pour Netanyahou, qui revient après tout un tas d'affaires, après une gestion calamiteuse de l'État, après une économie qui est en berne littéralement, et pour autant, il reste comment? Donc, je ne crois pas à ce retournement extraordinaire de situation. Je ne crois pas du tout à une guerre civile ou un affrontement entre Israéliens, mais alors pas du tout. Au fort, comme je le disais, des massacres de Sabra et Shatila, des manifestations monstres avaient eu lieu à l'époque. Ça a effectivement éjecté du gouvernement le gouvernement du pouvoir, mais ça n'a pas changé la donne. Il n'y a pas eu de guerre civile, d'affrontement violent. C'est juste un peu une bataille politique entre Israéliens qui n'intéresse aujourd'hui pas les Palestiniens et pour lesquels, effectivement, les Palestiniens sont les dindons de la farce. Je dirais simplement un autre aspect de cette réforme, c'est qu'ils veulent mettre un terme à l'idée qu'Israël n'a jamais, tue beaucoup de Palestiniens, mais la peine de mort n'est pas appliquée dans ce pays. Elle existe, dans les lois, mais elle n'est pas appliquée. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il y a la possibilité de pouvoir surseoir cette peine de mort et la suspendre. C'est arrivé une seule fois à l'époque du procès d'Eichmann. C'est la seule fois où ils l'ont appliqué, mais sinon, depuis, ils ne le font pas. Dans les faits, ils tuent dans la rue, mais quand quelqu'un est en prison, il n'est pas tué. Eh bien, cette question de la peine de mort est remise au goût du jour. On veut l'appliquer cette fois-ci. Et de la part d'un gouvernement extrémiste, évidemment, ils vont l'utiliser de façon excessive, comme on s'imagine, par rapport à l'opposition de résistance palestinienne. Ils considéreront à chaque fois qu'un Palestinien résiste, il mérite la mort. Donc c'est une question qui se pose, mais c'est pas la question qui inquiète les Israéliens. Ce qui les inquiète, c'est une question de séparation de pouvoir et donc de principes démocratiques qui fondent l'État dont ils ont rêvé, ce fameux romantisme allemand appliqué en Palestine, cet État qui se voulait soi-disant un État égalitaire, libéral, dans lequel il n'y aurait plus plus jamais plus de massacres de juifs. Eh bien aujourd'hui, c'est devenu un État de plus en plus radical qui se rapproche d'ailleurs de son modèle d'origine allemande, à savoir le modèle nazi. Et c'est ces raisons pour lesquelles, selon vous, Benjamin Netanyahou tient tant à faire passer cette réforme judiciaire? Il y a plusieurs éléments. D'abord, il y a une raison personnelle. Il est poursuivi pour plusieurs affaires dans lesquelles il a trempé, de corruption et autres. Donc déjà, il est inquiété. Il est à nouveau poursuivi pour une histoire de diffamation, mais surtout, Netanyahou veut une confiscation des pouvoirs. Évidemment, ça lui donne les coups des francs. Si jamais il obtient cette mise en suspens d'une institution qui le dépasse, à ce moment-là, il pourra faire beaucoup plus de choses et être plus radical. N'oublions jamais qu'une frange considérable de son mouvement politique, car c'est un mouvement, c'est pas un parti, c'est un mouvement politique constitué de plusieurs partis, eh bien cette frange radicale veut l'éradication des Palestiniens, l'expulsion des Palestiniens avec un ministre de la Justice dont les propos sont ouvertement haineux et racistes et qui veut l'élimination pure et dure des Palestiniens entre la Palestine puisqu'il considère que le Palestinien n'existe pas en soi. Très bien. Eli Hatem, je reviens à vous. Alors pourquoi Benjamin Netanyahou tient tant à faire passer cette fameuse réforme judiciaire aujourd'hui ? Pour la première raison, c'est une raison personnelle pour être lui-même protégé et ne pas s'inquiéter de poursuites contre lui. Deuxièmement, pour aller jusqu'à démettre son ministre de la Défense. Alors, pour s'en sortir. Ça a commencé, si vous voulez, avec cette question de la réforme judiciaire. C'était pour se protéger à lui. Donc, deuxièmement, c'est pour renforcer ce caractère, je dirais, religieux et cette poussée, je dirais, extrémiste du sionisme, avec cette branche qui, au départ, il faut le rappeler, le sionisme n'était pas religieux, mais avec le temps, il n'était pas du tout majoritaire dans les communautés juives. Il a fallu la Seconde Guerre mondiale et les horreurs qui ont été commises pendant cette période de l'histoire pour convaincre les autres communautés juives de la nécessité de suivre ce courant sioniste. Et par la suite, il y a eu, je dirais, une fanatisation
et puis une radicalisation religieuse du sionisme, comme je l'ai expliqué, avec le changement donc du caractère de l'État d'Israël, avec ses lois et puis plutôt ses décisions judiciaires qui a rendu la judéité comme une question d'ADN pour pouvoir la prouver. Et puis ça, un peu de plus en plus, si vous voulez, ce sont les deux motifs qui ont radicalisé, qui ont poussé Benjamin Netanyahou à se maintenir au pouvoir. En ce qui concerne son ministre de la Défense, ce qu'on appelle en Israël le ministre de la Guerre, encore, c'est l'ancienne dénomination, c'est parce que, vous savez, les choses ont complètement changé et sur le terrain, quand il y a eu ces courants, ces manifestations, cette contestation populaire, cette ampleur assez importante, et puis surtout cette contestation de la part de l'armée, eh bien, il y a un certain réveil, comme je vous l'ai dit, c'est que ça a commencé avec ces réformes judiciaires, ça commence toujours par une question, et les choses vont se développer de plus en plus. C'est quand on dit, c'est qu'aujourd'hui, peut-être, c'est cette question, cette loi, si on revient sur ce projet, donc les choses vont se calmer. Je ne pense pas, parce qu'aujourd'hui, cette population qui se trouve en Palestine occupée sont ouvertes sur tout le monde, et ils vivent une situation particulière. Donc, ils ne peuvent plus, si vous voulez, en même temps, regarder ce qui se passe en Occident, ce qui se passe dans le reste du monde, et se renfermer sur une société fondée sur de plus en plus de radicalisation, sur le racialisme, sur le rejet des autres, sur les attaques systématiques de ceux qui ne sont pas de religion juive. Je pense à cette fameuse attaque qui a eu lieu dimanche dernier et qui n'a pas été relayée dans les médias occidentaux, où une attaque au sein d'une église, c'est la 5e d'ailleurs depuis le début janvier, où un colon extrémiste juif est entré et s'est attaqué à des gens qui étaient en train de prier en pleine messe. Et donc, comme vous le savez, malheureusement, dans les sociétés occidentales, de peur du sionisme qui est encore très fort, le lobby sioniste en Europe et dans le monde occidental, on n'en a pas parlé. Mais ça a choqué en Israël, ça a été plus relayé en Israël que dans les pays occidentaux, parce qu'ils considèrent que c'est inconcevable aujourd'hui de s'attaquer à des gens parce qu'ils sont musulmans ou qu'ils sont des chrétiens. Donc il y a cette dichotomie avec une partie qui est très radicale, avec ce système qui est en train de se radicaliser de plus en plus, et un autre qui a un modèle qu'on regarde, qu'on voit sur Internet, qu'on voit en Europe, qu'on voit un peu aux États-Unis, qu'on voit dans d'autres pays donc de la planète, et il faut suivre ce système. Et c'est ce qui explique aujourd'hui que ce modèle, en fait, ce modèle d'un État, soit un État juif, soit un État des Juifs, ces deux conceptions de cet État-là, qui est fondé sur ces considérations racialistes, alors que dans l'autre partie du monde, tout a été fait. Quand vous voyez par exemple en France toute la propagande qui a été faite par le sionisme, par le judaïsme politique pour faire avaler le chat qui déteste le poivre en lui ouvrant le museau, en lui mettant le poivre dans le museau au lieu de lui mettre ça autour pour se lécher et l'absorber, à force de jouer trop avec le feu, le sionisme s'est brûlé les doigts, est en train de s'éteindre de plus en plus. J'aimerais aussi aborder... Par exemple, en France, on ne peut plus faire l'amalgame entre la critique du sionisme et l'antisémitisme. J'aimerais aborder justement ce point avec Eli Hatem, qui est encore avec nous. Alors, ce même peuple qui est aujourd'hui dans la rue, plutôt Thomas Sobhi, alors ce même peuple dénonçait les pratiques de l'Allemagne nazie autrefois et la haine raciale qu'il subissait. Aujourd'hui, il veut imposer ces mêmes pratiques. C'est paradoxal quand même. Oui, j'ai écouté quelques déclarations des manifestants qui disent sans aucun complexe qu'ils sont racistes. Ils disent, nous, en Israël, oui, nous sommes racistes, on veut protéger notre pays. L'évolution de la situation, à mon avis, je persiste à dire, qui est étroitement liée à tous les bouleversements sur le plan mondial. Et que Israël, avec les organisations politiques
qu'elle a aujourd'hui ne correspond plus ni aux attentes de populations juives et qu'elle est dans l'incapacité de régler les problèmes des Palestiniens. Lorsque Netanyahou a déclaré qu'il y avait un coup d'État en préparation en Israël, et si le coup d'État réussit, on va évincer tous les régimes des pays aux alentours. C'est que c'est une situation explosive. Peut-être ça n'aboutira pas à une guerre civile, mais ça peut incarner des actions violentes à l'intérieur des clans au pouvoir actuellement. C'est étonnant. Il faut qu'Israël se prépare pour pouvoir vivre avec le monde nouveau, un monde naissant, avec des relations de son entourage qui vont être bouleversées. Il y a des alliances qui sont en train de se constituer, des alliances islamiques, sunnites et chiites, tout ça. Ça, il ne s'attendait pas à ça. L'État d'Israël, elle avait fait son chemin en neutralisant une partie du monde arabe, en s'alliant à une autre partie. Tout ça, ça va changer. Et je pense que c'est le sentiment de la population juive en Israël. Ce n'est pas le fait que ça soit un mauvais gestionnaire Netanyahou, parce que s'il arrivait à trouver quelqu'un de mieux, elle pouvait le trouver. En réalité, il n'arrive pas. Sur la scène politique, il n'y a pas mieux que lui actuellement. Très bien. Gamal Abina, nous assistons donc à cet apartheid qu'impose aujourd'hui l'entité sioniste aux Palestiniens. Il y a aussi ces incursions répétées et ça rejoint un petit peu ce que vient de dire Eli Hatem. Ça va donc dans le même sens de cette politique d'apartheid qui est imposée aujourd'hui à travers notamment des incursions répétées et sous la protection de la police sioniste de colons juifs à la mosquée Al-Aqsa. Oui, pas la police, plutôt l'armée, parce qu'il n'y a pas de police réellement à proprement parler. Il y a une armée et il y a une population armée. Donc ces fameux colons sont tous armés d'usils et de fusils mitrailleurs états-uniens. Ils vont régulièrement assassiner des Palestiniens, ça c'est pas une surprise. J'ai envie de dire, rappelons quand même qu'il y a à peu près un Palestinien en moyenne qui meurt par jour, sans passer par la guerre, simplement par des actions violentes menées par ces colons. Donc ces colons représentent à peu près 500 000 personnes du côté de la Cisjordanie. Ils ne respectent rien, il n'y a pas de loi et rien ne les poursuit. Il n'y a jamais eu d'inquiétude, ils n'ont jamais été inquiétés par la justice de l'État sioniste parce qu'effectivement, on considère qu'ils sont dans leur bon droit. Alors ces colons ont deux aspects particuliers, c'est qu'ils sont à la fois souvent européens, c'est pas tellement des Israéliens d'origine arabe ou africaine, c'est surtout des Européens. Et le deuxième aspect, ils viennent souvent fraîchement des États-Unis ou d'autres pays européens et s'autorisent à faire de la chasse aux pigeons, littéralement, assassiner les Palestiniens avec une haine chevillée au corps. C'est-à-dire que la dimension raciste n'est pas absente dans leur action. Et d'ailleurs, j'ai même envie de dire au sens large, Israël, faut jamais oublier, c'est important de le rappeler, parce que c'est vrai qu'on n'a pas oublié, c'est un État qui a une dimension raciale qui n'est pas absente, et aucun, je dis bien depuis le premier jour, aucun ministre israélien, premier ministre israélien, je parle de premier ministre, n'a été issu d'autres rangs que des rangs européens. Ce sont tous des Européens, ils sont tous issus d'Europe, souvent l'Europe de l'Est, et pour faire passer l'idée qu'ils seraient orientaux, ils changent de nom, ils orientalisent leur nom, et ça donne le sentiment qu'ils ne sont pas, par exemple, d'origine lituanienne, russe, ukrainienne ou autre. Oui. Donc c'est un État qui masque le tir en faisant croire qu'ils sont égalitaristes, ce qui n'est pas vrai. C'est un État qui a une vraie dimension, pour certains d'entre eux, raciste, c'est-à-dire qu'ils veulent littéralement finir avec les Arabes, et combien de fois on a entendu mort aux Arabes dans les manifestations, et c'est un État qui protège réellement ces colons lorsqu'ils vont faire des accusations et massacrer, comme on l'a vu récemment, brûler, faire des pogroms. Alors les pogroms, la dernière fois qu'on a vu ça en Europe, c'était sous l'Allemagne nazie, le 9 novembre 1938, où les nazis ont fait des pogroms contre la population juive. Eh bien, ils ont fait la même chose récemment dans une ville palestinienne. Donc ça donne une idée un petit peu de l'aspect de la caractéristique racialisante de plus en plus radicale de l'État israélien, qui au départ se voulait avec les kibbutzim comme un État laïque, démocratique, égalitariste. On est très loin de ce qui était le rêve israélien. Et Hannah Arendt, par exemple, qui a cru au sionisme au départ, a très vite quitté cette idée-là parce qu'elle s'est rendue compte que finalement elle retrouvait un peu ce qu'elle a connu en Allemagne. Pour revenir à la crise interne, Gamal Abina, plusieurs membres aussi du Likoud s'opposent à la réforme judiciaire. Serait-ce
échec pour Netanyahou. Peut-on parler de division profonde ? Alors oui, là on peut en parler parce que la question qui se pose, c'est pas la question de savoir si Netanyahou est légitime, il a été largement élu. La question qui se pose, c'est pourquoi il fait cela, et ça a été évoqué plusieurs fois. Il y a les raisons personnelles, il est poursuivi par la justice et il est inquiété pour des raisons effectivement où il pourrait éventuellement finir en prison. Donc ça c'est un premier aspect. Et dans son propre parti, l'idée quand même du caractère démocratique de l'État israélien qui se voulait soi-disant un exemple pour le monde est remise en question à l'intérieur de ses propres forces parce que si on refuse la séparation de pouvoir, justice, exécutif et militaire en l'occurrence, on va se retrouver avec un État de plus en plus violent et ça inquiète tout le monde parce que même les États-Unis, Biden n'est pas anti-israélien, loin s'en faut, même lui a tiré la sonnette d'alarme, mais on ne fait pas cette réforme parce qu'elle va mettre vraiment à mal l'idée du rêve israélien démocratique et égalitaire. Donc c'est vrai que Netanyahou n'a pas l'assentiment dans son propre parti. Ça ne veut pas dire qu'il va être expulsé de son parti, ça j'y crois pas une seconde, mais ça veut dire que on sent bien que cette réforme va avoir du mal à passer et ça a été rappelé comme la réforme en France par rapport aux retraites, la question sociale en Palestine occupée est très profonde. Il y a une véritable population misérable du côté de ce qu'on appelle les Israéliens, donc les occupants de la Palestine, une vraie situation de détresse avec 30% de la population, c'est pas rien, 30% de la population sous le seuil de pauvreté, oublions jamais cela, et surtout les anciens rapatriés de l'Allemagne nazie des camps de concentration sont tous des misérables, il n'y en a pas un seul qui s'en est sorti. Ils ont très mal vécu l'arrivée dans cette terre qui croyait être une terre d'accueil, de refuge, une terre de protection. Finalement, ils ont été très très mal notés et beaucoup en sont revenus. Ils sont partis revenir dans les pays européens qu'ils croyaient être leur pire place. En vérité, Israël est devenu, ça devait être un état de protection de ce qu'ils appellent les Juifs. C'est devenu l'état le plus insécuritaire pour la population juive au monde. Très bien. Eli Hatem, peut-on parler aujourd'hui de division profonde au sein du pouvoir sioniste ? Bien, effectivement, il y a toujours eu des divisions, mais ces divisions, si vous voulez, ce sont des divisions politiques, de politique politicienne. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant. C'est que ce qui est intéressant, c'est la remise en cause de la formule et de l'idéologie sioniste. Et puis, donc, d'une part, le sionisme, je dirais, laïque, qui a été créé, et puis ça dérive vers un sionisme, vers une adhésion, en fait, des religieux à cette idéologie, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, d'ailleurs, quand il y a eu le premier congrès sioniste mondial qui a eu lieu à Bâle, et puis à l'appel donc de Théodore Herzl, il a eu lieu à Bâle. Pourquoi ? Parce qu'il devait avoir lieu à Zurich et il y a eu des manifestations donc de la part des religieux, des juifs, de différentes communautés qui étaient contre. Et donc, pour vous dire que cette organisation, cette idéologie qui est la suite des amants de Sion, donc une manifestation de ce que j'appelle le judaïsme politique, c'est-à-dire une instrumentalisation de la religion juive à des fins politiques, était beaucoup plus laïque. Et petit à petit, il y a eu cette transformation de cette entité avec une idéologie de plus en plus religieuse, une adhésion d'une grande partie, d'une bonne partie, je dirais, pour ne pas généraliser, de certains religieux à la conception donc du sionisme. Et aujourd'hui, il y a une dichotomie. Vous avez d'une part toujours ces gens qui plaident pour un sionisme, je dirais, laïque, et puis d'autre part, des gens qui plaident pour un sionisme religieux. Et en plus, il y a ce partage entre la droite, entre la gauche, ça complique de plus en plus les choses. En plus, sur le terrain, comme l'a très très bien expliqué tout à l'heure mon collègue, en parlant, en disant qu'il y a une catégorie sociale qui se sent très démunis au sein d'Israël, ça montre également qu'il y a une classe très pauvre en Israël, sans parler des autres problèmes raciaux, c'est-à-dire ou racialistes, pardon. D'une part les séfarades, d'autre part les ashkénazes, c'est-à-dire ceux qui viennent d'Europe de l'Est. Vous avez aussi les Mizrahi, c'est-à-dire ceux qui viennent donc des pays arabes, notamment de l'Est, de l'Irak, du Yémen, de Syrie et d'autres pays. Donc, en fait, et c'est pour ça que je vous dis, c'est que c'est une entité artificielle. Elle a été, cette cohésion sociale et politique a été maintenue grâce toujours à cette peur. À chaque fois,
ont hissé donc ce drapeau rouge en disant attention, notre existence est menacée par l'extérieur. Or, aujourd'hui, pour la première fois, nous voyons que ces différentes populations qui se trouvent sur ce territoire trouvent que le danger ne vient pas de l'extérieur, mais le danger vient du système en soi. Et c'est une remise en cause du système et des institutions, donc d'une part, d'autre part, du fondement même des institutions, plus que ces institutions même, c'est leur fondement idéologique et qui pousse ce mouvement à l'extrême et qui laisse espérer qu'effectivement il y aura des changements. Et comme l'a très bien souligné également M. Sobhi Touma quand il a parlé en fait d'un autre ordre mondial qui est en train de se dessiner, effectivement, nous voyons aujourd'hui tout un bouleversement, chose qui ne pouvait pas avoir lieu quelque temps avant. Et comme vous avez très bien souligné aussi, aujourd'hui, les États-Unis ne sont plus un soutien inconditionnel de cette entité. Donc, et sont déjà, nous voyons qu'il y a un affaiblissement général, il y a tout un désordre qui plane sur la planète, qui a été renforcé depuis la crise iranienne. Il y a un désordre également au Proche et au Moyen-Orient. On ne comprend plus rien, à savoir que d'une part, vous savez, cet accord entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, cette rupture également, qui est la première dans l'histoire des relations entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, et puis ce délaissement, et puis la première fois, comme ça a été souligné tout à l'heure, que la population ou une partie du gouvernement qui accuse les États-Unis et Soros d'être derrière certains manifestants et de payer je ne sais plus de combien de shekels les manifestants pour venir créer ce mouvement social et remettre en cause cette entité artificielle qu'on appelle Israël. Très bien, avant de vous laisser partir, Eli Hatem, on parle d'une crise sécuritaire mais aussi économique sans précédent qui touche l'entité sioniste. Est-ce le cas selon vous, Sobhi Touma ? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Oui. Je répète ce que j'ai pensé tout à l'heure, ce que j'ai dit, c'est que le projet initial qui a duré 70 ans, il n'est plus viable actuellement. Il faut que la coalition israélienne soit en mesure de bâtir un autre projet qui le sort de cette assurance qu'elle avait que l'Amérique allait le soutenir quoi qu'elle fasse. Ce n'est plus cela. Il faut que la formation politique israélienne soit en mesure d'imaginer un autre projet qui réponde à la nouvelle réalité mondiale et en apportant des réponses aux besoins de la population israélienne et surtout palestinienne. Et ça, Netanyahou et ceux qui l'ont précédé ne font que gagner de temps. Elles vivent sur les victoires du sionisme d'antan. Ce n'est plus possible. Ça, c'est un véritable problème. Effectivement, ils sont touchés par la crise économique et encore, on n'a pas vu tout ce que ça va générer, la crise économique en cours. La faillite des banques, la faillite des institutions financières, tout ça, elle va toucher Israël inévitablement. Très bien, Sobhi Touma, donc merci d'avoir répondu à nos questions. Nous allons donc nous retrouver juste après cette coupure. Restez avec nous.